Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, je le disais. Les 27 à Bruxelles sont parvenus à un accord qu'Emmanuel Macron qualifie d'historique. C'est la preuve que l'Europe peut parvenir à des résultats. Vous saluez cet accord après 4 journées de négociations et ce dénouement cette nuit. Je salue cet accord. Je suis très contente. L'Europe reprend la main sur son destin, donc c'est une grande journée. Alors j'entends que certains pourront dire c'est pas assez, c'est ceci, c'est cela. C'est un grand accord. Quand on veut faire un deal, on n'a jamais 100% de ce qu'on veut. Mais là, franchement, c'est un grand accord et je pense que l'Europe se donne les moyens de se dire on est vraiment dans la panade, il faut qu'il y ait un plan de relance qui soit costaud. Et je pense que ça va dans la bonne direction. Vous êtes une opposante au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais est-ce que là, vous saluez son action ? Je viens de vous le dire, oui, je salue son action. Vous considérez qu'il est notamment l'un des artisans de cet accord ? Il est avec la chancelière allemande, avec le Premier ministre espagnol, avec l'ensemble des pays. C'est un accord à 27. C'est unique au monde de signer un accord à 27. Donc oui, il fait partie des artisans de cet accord. Donc oui, je le salue, même s'il n'empêche pas que j'ai des désaccords avec lui sur la politique intérieure dans le pays. Est-ce que ça rend caduque les arguments de ceux qui, à gauche notamment, considèrent que l'Europe va toujours dans un sens libéral, qu'il n'y a pas de solidarité européenne ? C'est pas vrai. C'est un débat qui existe à gauche. Vous n'êtes pas tous sur la même ligne que celle que vous développez ce matin, Madame Rabault. On n'est pas tous sur la même ligne, sans doute. Mais quand on fait un emprunt, que l'Europe emprunte au nom de tous les pays, ce qui permet à celles et ceux, les pays qui ont le moins de capacité à emprunter, de pouvoir bénéficier de la signature des pays qui ont une meilleure signature. Ça s'appelle de la solidarité. Ça s'appelle aussi de la souveraineté européenne, c'est-à-dire qu'on ne se met pas dans les mains d'autres puissances. Donc oui, c'est un grand pas aujourd'hui, il faut le dire. Mais vous êtes une responsable du Parti socialiste. C'est un message aussi que vous envoyez à vos partenaires, à vos futurs partenaires. L'Europe, c'est indiscutable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir hors la construction européenne, hors l'Union européenne. Le Parti socialiste a toujours été très clair sur vous avez des alliés. L'Union européenne. Il y a des eurosceptiques, même chez les Verts, ne parlons pas de la France insoumise, le Parti communiste, la gauche c'est pluriel, comme on sait. La gauche c'est pluriel, mais on peut avoir une ligne, en tout cas on s'aperçoit aujourd'hui que s'il n'y avait pas l'Europe, la France n'aurait même pas été en capacité d'avoir son propre plan de relance puisqu'elle va l'emprunter avec la signature européenne. Donc on peut se dire, oui, on peut tout faire tout seul, décider, avoir une ligne extrêmement doctrinale. Moi, je crois que ça ne mène pas à grand-chose. Alors vous l'avez dit, vous êtes moins élogieuse pour la politique qui est menée en France, dans les frontières de l'Hexagone. Pourquoi d'ailleurs vous dénoncez ce plan de relance qui a été lancé par le gouvernement, par exemple le coup de pouce de 4 000 € donné aux entreprises qui vont embaucher un jeune ? Parce que le gouvernement, dans ce plan de relance, a un plan décousu. C'est-à-dire que vous allez soutenir certains secteurs, mais pour que ça fonctionne, il faut avoir un plan d'ensemble. C'est ce qu'ont fait d'autres pays, qui ont fait aussi des mues idéologiques et doctrinales extrêmement fortes. Quand l'Allemagne soutient la demande, c'est-à-dire qu'elle permet, quand elle donne 300 € par exemple aux enfants, à chacun des enfants, pour qu'on puisse avoir une vraie relance. Pour elle, c'est un vrai changement doctrinal. La France fait des plans sectoriels pour l'aéronautique, pour l'automobile, ce qui est très bien. En revanche, vous citez les jeunes. Un jeune qui n'aura pas d'offre d'emploi, qui sortira de l'université, qui a fini ses études et qui est sur le marché de l'emploi en septembre, qu'est-ce qu'il va avoir ? Rien du tout. Ce gouvernement a supprimé l'aide première embauche. Ce gouvernement a supprimé l'aide première embauche que nous avions créée sous le précédent quinquennat, qui allait jusqu'à 550 € par mois. Aujourd'hui, un jeune, s'il n'a pas de travail, il n'a pas le droit au chômage, il n'a pas le droit au RSA, il n'a pas le droit à cette aide. Et les parcours et contrats d'insertion prévus par le gouvernement, 300 000, c'est le retour des emplois aidés, disent certains, comme les faisait M. Hollande. Soit sous le gouvernement Sarkozy ou sous les gouvernements de François Hollande, il y avait en France 460 000 créations d'emplois aidés. Le gouvernement les a réduites à 100 000. Donc quand il rajoute 300 000, il ne fait que revenir à ce que nous avions créé. Mais oui, mais il ne fait rien d'autre. Et pour l'instant, que je sache, ce n'est pas voté dans une partie budgétaire. Donc ça, ce sont des annonces. Moi, je dis que sur les jeunes qui sont diplômés, qui n'ont avoir des perspectives en septembre extrêmement réduites, il n'y a rien. Eh bien ça, nous dénonçons, nous l'avons déjà dénoncé la semaine dernière. Nous disons au gouvernement, oui, vous aidez les entreprises qui veulent embaucher en leur donnant 4 000 € par an, c'est bien, mais pour les jeunes,
qui n'ont peut-être pas de perspective d'emploi, qui n'ont plus de place à l'université, tout simplement parce qu'il y a 35 000 bacheliers de plus et qu'il n'y a pas 35 000 places à l'université qui ont été créées. Là-dessus, il n'y a rien. Est-ce que vous sentez néanmoins une différence d'approche entre le nouveau gouvernement, celui de Jean Castex, et ce sont les leaders syndicaux notamment qui le disent, et son prédécesseur, Édouard Philippe? Nous avions la première question qu'on a posée au Premier ministre lorsqu'il a été nommé, par moi-même, c'était de dire arrêtez la réforme des retraites et arrêter la réforme de l'assurance chômage. Il ne nous a pas trop répondu sur le moment, mais la semaine dernière, il a tout décalé, ou en tout cas tout reporté à janvier. Donc ça, c'est un bon premier pas. Je pense qu'il a entendu l'ensemble des partenaires sociaux, qui étaient de notre avis, ou nous étions du leur, enfin je ne sais pas comment vous voulez le dire, qui est de dire c'est pas le moment, c'est pas le moment de vouloir faire une réforme de retraite. La réforme des retraites, à une époque, vous demandiez sa suppression pure et simple. Oui. Aujourd'hui, c'est juste une suspension, Valérie Rabault. Dans 6 mois, on se reverra. On remettra les choses sur la table, mais il était hors de question que dans l'urgence actuelle, le gouvernement se mette à relancer une réforme des retraites qui comporte de nombreuses injustices. Le nouveau gouvernement n'avait pas trouvé d'argument assez fort pour vous convaincre d'y participer, comme on l'a dit. Vous avez été sollicité pour participer à cette équipe de Jean Castex. Ça vous a... J'ai dit non. Mais vous confirmez que la proposition vous a été faite? La proposition m'a été faite, j'ai dit non. Bon, alors, donc on va parler du Parti socialiste, votre parti, vous êtes présidente du groupe socialiste. Où va-t-il, ce parti? Vous avez eu de bons résultats aux élections municipales, même si on a davantage parlé des conquêtes spectaculaires des écologistes. Oui, on parle. Lyon, Bordeaux, on Strasbourg. parle. Oui, mais c'est ça qui me gêne, c'est qu'on parle des grandes villes, c'est normal. Oui. Mais moi, j'aimerais que vous parliez des villes entre 30 000 et 100 000 habitants. Et vous verrez qu'il y a des conquêtes qui ont été importantes, des maintiens. Ce qui signifie une chose très claire, c'est que le Parti socialiste, sur les territoires, a une force importante, qui est parfois sous-estimée, ce que je regrette. Alors peut-être qu'on ne fait pas assez notre propre pub, hein, c'est peut-être le cas aussi. Mais en tout état de cause, il y a eu une démonstration. Et là, quand on fait un vote, je crois que les choses sont claires. Et sur le territoire de la France. Alors, est-ce que vous allez, en 2022, comme le suggère Olivier Faure, votre premier secrétaire, peut-être vous ranger derrière un seul candidat, peut-être écologiste, quitte à ne pas défendre vos propres couleurs? Quelle est votre position, vous-même? L'union, quand on fait l'union à gauche, on sait que c'est le seul moyen d'être en capacité de remporter les élections. On l'a démontré avec les élections municipales. Mais la présidentielle, c'est une incarnation. La présidentielle, c'est une incarnation, c'est aussi un programme, parce qu'on n'est pas dans une royauté. C'est vraiment un programme où il n'y a pas que l'incarnation, il y a véritablement une ligne politique. Donc ça, évidemment, tout ceci se discute. Oui. Et une fois que le programme est établi, est-ce que c'est un vert qui peut porter vos couleurs? Les couleurs roses. Tout se discute, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas abandonner ce que nous défendons. Quand on dit le Parti socialiste, c'est aussi la sociale écologie, il y a le mot social en premier. Et moi, j'y tiens beaucoup. Un dernier mot, l'initiative de Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de Libération, qui veut créer une gauche de gouvernement. Certains y voient l'ombre de François Hollande. Vous êtes intéressé par cette initiative? Nous aussi, nous sommes une gauche de gouvernement, nous aussi, nous sommes une gauche du réel, nous aussi, nous sommes une gauche des territoires, et c'est ce que nous défendons. D'accord, donc pas de commentaire particulier sur cette initiative. Pas de commentaire particulier. Merci beaucoup Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste. Laurent, c'est à vous.